Donc, bonjour à tous. On va démarrer effectivement la partie conférence sur la partie méthanisation. Donc, on a 45 minutes, on va dire 1 heure ensemble. L'idée, c'est que vous puissiez utiliser donc le chat qui est disponible sur la plateforme Zoom sur laquelle vous vous êtes connecté pour effectivement poser vos questions. L'idée, c'est qu'on va avoir une partie intervention et une partie échange à la fin. Donc, quand on va faire la présentation, l'idée, c'est que vous puissiez éventuellement pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation. Nous, on va les voir et on y répondra en fin de présentation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc, sur la partie méthanisation, donc il y a 3 points qui vont être abordés dans cette présentation. Il y a quelques chiffres qui vont être donnés par rapport à la situation de la méthanisation en Grand Est, avoir un état des lieux finalement dans notre région. Des questions, une partie qui va être abordée sur la question de l'élevage et de la méthanisation. Et la fin de l'intervention va aborder les perspectives d'évolution de la méthanisation de manière générale, voilà, sur différents points. Donc, cette intervention va être réalisée donc, par moi-même et puis par mon collègue donc, Audrey. Donc, je vais me présenter donc, Pauline Bonnet, je suis chargée de mission donc, à la Chambre d'agriculture de Haute-Marne, où j'accompagne de la même manière qu'Audrey les porteurs de projets dans leur réflexion d'unité de méthanisation. Donc, de la première idée jusqu'à les dossiers réglementaires qui vont bien autour de ces projets-là. Donc, pour faire un rappel, donc, plusieurs intérêts autour de la méthanisation et du territoire. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a des intérêts sociaux. Avec un projet de méthanisation, c'est quand même des projets assez conséquents, donc ça va engager finalement un dialogue et une communication avec les acteurs locaux. Il faudra bien évidemment prendre le soin de faire autour de ces projets-là. Ça va permettre également un développement du territoire, parce qu'une création d'activités et donc une création d'emplois aussi que ça peut générer par la suite. Création ou sécurisation de l'emploi pour éventuellement des exploitants et l'embauche de salariés. On a également des intérêts donc, économiques, puisqu'effectivement, la vente de l'énergie va permettre d'apporter un revenu supplémentaire donc, sur les exploitations qui seront adossées aux méthaniseurs, là où les exploitations. Un revenu potentiellement qui peut être qui peut venir aussi de la valorisation de déchets, parce que certaines sociétés peuvent payer pour effectivement faire traiter leurs déchets. Donc là, on parle de redevances. On a, d'un point de vue économique aussi, une diminution de l'énergie fossile, effectivement une économie de ce point de vue-là, et une réduction effectivement des économies et une réduction de l'utilisation d'engrais minéraux. Donc une économie directe sur les exploitations par le remplacement effectivement avec le digestat. Et on a également des intérêts environnementaux avec une production d'énergie verte, une diminution des émissions de gaz à effet de serre, une réduction des odeurs, qui n'est pas négligeable aujourd'hui sur les exploitations agricoles, notamment liées au stockage et à l'épandage des effluents. Un intérêt agronomique qui est lié notamment à la partie digestat. Et ce digestat-là va également limiter le recours aux engrais chimiques. Voilà, les différents points par rapport aux intérêts environnementaux. Donc, on a bien le triptyque social, économique et environnemental. Donc, pour vous faire un état des lieux de la filière au niveau national et plus précisément au Grand Est, donc là, vous avez un graphique qui représente l'ensemble des unités qui étaient recensées donc, au 31 mars 2020 au niveau national par région en cogénération. Donc là, on est bien sur de la cogénération, où en mars 2020, on avait plus de 800 installations en cogénération en fonctionnement au niveau national. On s'aperçoit que la région Grand Est donc, est la région leader par rapport au nombre d'installations en cogé en fonctionnement. On a eu un fort développement, effectivement, ces dernières années sur la région. Et voilà. À l'inverse, donc là, ça, c'est une deuxième partie sur l'injection.
là, en injection, on fait partie des premières régions en termes d'unités de fonctionnement, puisque donc là, c'est une carte avec des chiffres qui datent de février 2020, où on est juste derrière, effectivement, la Bretagne et les Hauts-de-France. Bon, à pas grand-chose près, à 1 ou 2 unités d'écart, mais voilà, on est un peu derrière, mais on fait quand même partie des régions qui semblent les plus en avance par rapport au développement des unités en injection. Donc ça, c'est le nombre d'installations. Par contre, le graphique suivant, là, vous présente la capacité d'injection, donc le biométhane injecté sur le réseau, donc avec les unités qui ont été recensées précédemment. La région Grand Est est la région la plus grande productrice de gaz vert au jour d'aujourd'hui. Donc, si on remet tout, je dirais, sur une seule carte, donc ça, c'est la répartition des unités de méthanisation en activité ou en construction sur la région Grand Est. Donc, elle est un peu moins à jour, je dirais, que les cartes précédentes, mais voilà, ça permet d'avoir une visualisation de la localisation des installations qui sont, je dirais, voilà, assez bien réparties sur l'ensemble de la région, avec quelques départements un peu plus en avance. Mais voilà, on a quand même une bonne représentation de la méthanisation dans chaque département. Aujourd'hui, on est autour des 170 unités qui fonctionnent à l'échelle du Grand Est. Voilà. Si on fait un zoom sur ces unités-là et sur leur plan d'approvisionnement. Donc là, suite à un programme de suivi qui a été lancé, qui a été fait sur les années 2017-2010, entre 2017 et 2019, on se rend compte qu'on a une majorité d'effluents d'élevage qui rentrent dans la ration des méthaniseurs. Bien avant, effectivement, les ensilages. On a après les ensilages d'herbes, puis les ensilages de maïs, et ensuite les intercultures. On a vraiment des unités de méthanisation qui vont utiliser des effluents d'élevage en priorité dans leur ration. Et après, si on fait un zoom sur la région Barrois, parce qu'effectivement, c'est le cœur du sujet aujourd'hui avec l'intitulé de la conférence, on a effectivement une région qui est assez fournie en installation de méthanisation et qui va doubler effectivement ses effectifs par rapport aux installations qui sont en construction et en fonctionnement aujourd'hui. Et on a un équilibre entre des unités en cogénération et des unités en injection. Voilà, on n'a pas l'un ou l'autre qui va prédominer. Cette région-là est favorable à l'implantation, à la création de méthaniseurs des deux types, que ce soit en injection ou en cogénération, avec des tailles aussi qui sont assez homogènes. Alors. Et ensuite, donc ça c'est la région, effectivement, la région du Barrois sur les 3 départements Aube, Haute-Marne, Meuse. Sur le gisement de ces installations-là, on va retrouver avant tout des effluents d'élevage, des intercultures, de la culture principale un petit peu, et des déchets d'industrie agroalimentaire. Ça va être vraiment les trois types de matières qu'on va retrouver dans la ration de ces installations-là. On a très peu de déchets de restauration ou d'autres biodéchets qu'on ne retrouve pas effectivement dans ces gisements-là. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour vous présenter la partie culture. Donc, Pauline vient de le dire, aujourd'hui, la méthanisation en Grand Est, l'essentiel du gisement est basé sur des effluents d'élevage. D'autres voies se sont développées depuis quelques temps, c'est l'introduction de cultures dans la ration. Alors, quand on parle de culture, on va parler de 2 choses différentes. D'un côté, on va avoir les cultures principales, qui sont vraiment des productions agricoles dédiées à la production d'énergie. Donc, l'exemple historique, c'est le colza, qui est vraiment à la production de diester. Et ces cultures donc, remplacent les cultures alimentaires. C'est ce qu'on appelle en méthanisation des cultures dédiées. Le deuxième type de culture, ce sont les cultures intermédiaires. Les cultures intermédiaires, donc, elles ont pour objectif premier de couvrir le sol à certaines périodes de l'année.
Et là où, historiquement, c'était les cultures intermédiaires, pièges à nitrate, les scipan, on va les récolter, les laisser plus longtemps sur le sol et on va les récolter pour produire des cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est-à-dire que l'objectif premier va être la production de biomasse pour pouvoir l'introduire dans le méthanisme. Donc, on est vraiment sur deux types différents de cultures. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'introduction de culture elle a plusieurs avantages dans la méthanisation. La première, c'est que le potentiel méthanogène, c'est-à-dire la capacité à produire du biogaz pour une culture, est bien plus élevé que pour un effluent d'élevage. Donc, ça nous permet de mettre de moins grandes quantités pour produire plus et d'éviter de disposer d'unités de trop grande taille pour une même quantité d'énergie au final. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir maîtriser son gisement. Alors, avec toutes les sécurités qu'il faut prendre vis-à-vis des évolutions climatiques d'aujourd'hui, etc., des surfaces disponibles. Aujourd'hui, produire ses propres matières à mettre dans le méthaniseur apporte une maîtrise complémentaire et une autonomie surtout complémentaire aux porteurs de projet. Et enfin, un autre avantage, c'est l'homogénéité de la ration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en méthanisation, il ne faut pas changer la ration du jour au lendemain. Il faut vraiment être prudent vis-à-vis de ça, parce que sinon, on risque de déséquilibrer la biologie du méthaniseur. Et donc, avoir toujours des questions, des cultures dans le méthaniseur évite de trop déséquilibrer le mélange et donc de le garantir tout au long de l'année. Alors, une petite alerte et un point qui permet d'éviter les dérives avec les cultures, c'est la mise en place de ce qu'on a appelé le décret culture. Le décret culture, il est sorti il y a quelques années pour permettre aux méthaniseurs d'incorporer des cultures dédiées dans le mélange, mais d'en limiter la quantité. Aujourd'hui, les porteurs de projets et les exploitants d'unités de méthanisation ne peuvent pas mettre plus de 15% de cultures dédiées dans le tonnage de leur unité de méthanisation. On parle bien du tonnage qui rentre dans une unité de méthanisation et non pas de surface agricole. Donc, si vous mettez 10 000 tonnes par an, vous pouvez en mettre 1 500 tonnes au maximum. Donc là, on va être sur des cultures dédiées, c'est-à-dire des cultures qui répondent à l'une des trois définitions qui vous est présentée, donc soit présentes le plus longtemps sur un cycle annuel, soit identifiables en place ou par CREST du 15 juillet au 15 septembre, ou alors commercialisées sous contrat. Alors, pour vous donner un exemple, si on vient à mettre, par exemple, en septembre, un seigle qu'on va cultiver jusqu'en immature sur mai-juin, et que derrière, on a un maïs, donc le seigle sera une culture intermédiaire à vocation énergétique, et le maïs qu'on récoltera et qu'on mettra dans le méthaniseur sera une culture dédiée, et donc sera limité à 15% du tonnage. Donc ça, c'est l'exemple le plus courant. Mais après, selon vos rotations, selon vos cultures d'aujourd'hui, il suffit d'adapter le fonctionnement pour bien équilibrer les rotations. Ensuite, donc c'est une analyse qui a été réalisée par nos collègues dans le cadre du suivi régional AXE. Pourquoi mettre des cultures et qu'est-ce qu'on y gagne? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire 1 hectare de maïs avec une production d'environ 45 tonnes de biomasse par hectare, il faut environ 416 litres d'équivalent fuel pour tout ce qui est engrais, traitement, travail du sol, semis et récolte. Une fois qu'on aura produit ce maïs, qu'on l'aura récolté sous la forme d'ensilage et qu'on va le valoriser en méthanisation, selon qu'on a une unité en cogénération ou en injection, on va avoir des productions en équivalent fuel de près de 3000 litres d'équivalent fuel en cogénération et de 3800 en biométhane. C'est-à-dire qu'on va produire bien plus d'énergie que ce qu'on aura consommé. En cogénération, on consomme 1 litre pour en produire 7 et en biométhane, 1 litre pour en produire 9. Donc, ça fait une très grosse différence et ça montre vraiment l'intérêt des cultures dans la méthanisation. Pourquoi est-ce qu'elles sont intéressantes à utiliser? Alors, quelques petits points à mettre en avant entre élevage, culture et les liens méthanisation. Les effluents d'élevage, que ce soit des lisiers ou des fumiers, sont essentiels à la méthanisation, étant donné qu'ils contiennent les bactéries
Donc ils sont riches en bactéries nécessaires à la méthanisation. C'est un gisement qui est disponible, qui est pas cher et qui permet aux exploitants d'élevage de trouver un moyen de stockage complémentaire là où parfois ils sont un petit peu contraints par les différentes évolutions réglementaires. Donc c'est positif de les utiliser, c'est même à privilégier en premier temps. Les cultures, de leur côté, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles apportent de l'autonomie au gisement. Elles permettent également de produire une grande quantité d'énergie avec moins de tonnage. Donc, c'est aussi favorable. Le point pour les cultures dont je ne vous ai pas parlé, c'est un point indirect sur les exploitations agricoles, c'est que l'introduction de cultures intermédiaires à vocation énergétique va permettre de modification complète des assolements. Alors, ce n'est pas forcément toujours très facile, hein, et selon les souhaits de chaque exploitant agricole. Mais les modifications des assolements, ça apporte des plus au niveau agronomique, au niveau de la vie du sol, etc. Donc, c'est des retombées indirectes positives. Et la méthanisation, l'autre intérêt, que ce soit pour les éleveurs qui ont un peu plus l'habitude ou pour les céréaliers purs, c'est le digestat, qui va pouvoir se substituer aux engrais de synthèse et avoir de la matière organique à disposition. Ça va être un avantage. A contrario, c'est une matière à gérer, que tous les exploitants n'ont pas l'habitude de gérer ce type de matière. Et donc, il faut organiser les chantiers en conséquence. Donc aujourd'hui, en méthanisation, on a plusieurs perspectives d'évolution. Ça vous a été abordé ce matin. Il y a des évolutions tarifaires pour le gaz, l'injection du gaz dans les réseaux de gaz naturel. On sait que ça va bientôt sortir. On attend encore les annonces officielles et on tend plutôt vers une valorisation du gaz avec une préférence sur les effluents d'élevage. C'est-à-dire que la prime ne sera plus forcément une prime aux cultures, aux effluents d'élevage ou autres coproduits agricoles, mais uniquement aux effluents d'élevage. Deuxième point, le digestat. Le digestat, aujourd'hui, est considéré comme un déchet. Donc, il doit être valorisé via un plan d'épandage qui est maintenu à jour et qui permet de suivre où va être épandues les matières, sur quelle parcelle tous les ans. Plusieurs solutions aujourd'hui s'offrent aux porteurs de projets, notamment avec le cahier des charges d'IGAGRI, qui vise à faire sortir le digestat de la catégorie déchets et de permettre aux exploitants de l'exporter en vrac et de le vendre. Donc ça, c'est surtout un cahier des charges qui a été établi pour permettre à des zones avec trop de digestat de pouvoir l'exporter vers l'extérieur et offrir des opportunités de développement de la méthanisation. Une contrainte ou une difficulté qui tend à apparaître selon les projets, c'est la réduction des enveloppes de subventions qui aujourd'hui sont de plus en plus faibles puisque l'objectif, c'est que la filière vive par elle-même sans apport de financement public. Donc là, c'est l'avantage, c'est que la filière travaille activement à la réduction des coûts. Hein. Ça fait plusieurs années qu'elle s'est lancée dans ce travail et elle continue activement ce travail pour justement trouver des solutions et réduire le coût des installations et de fonctionnement. Et enfin, et dernière solution, dernière piste de diversification, c'est le bio-GNV, c'est-à-dire que le gaz qui va être produit, on va le transformer en carburant pour faire rouler des flottes de bus, des véhicules, etc. Donc là, ça nous donne l'occasion de transférer la parole à Philippe Collin, qui est vice-président de l'AMF et qui a mis en place ce type d'installation de biocarburants sur son exploitation et qui va pouvoir vous en dire un petit peu plus. Donc là, M. Collin, normalement, vous pouvez… Vous avez juste votre… Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, d'accord. Donc, oui, au niveau du GNV, donc bonjour à tous. Au niveau du GNV, j'insisterai plus sur la partie GNV non injectée, puisqu'en fait, le bio-GNV injecté rentre pas trop dans une évolution de filière, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir une station sur un réseau. Hein. Donc, pas spécialement qu'un agriculteur méthaniseur, mais un logisticien ou une collectivité. Donc, sur la partie bio-GNV non injectée, il va apparaître un nouveau décret sur lequel on pourra commercialiser une partie en bio-GNV non injecté à côté d'une autre valorisation cogénération.
Alors, pas possibilité d'ouvrir une station bio-GNV non injectée avec un système d'injection, puisque aujourd'hui, le système d'injection est dédié avec des aides que pour l'injection. Donc ça peut intéresser des personnes qui sont en cogénération, donc après avec un volume plus ou moins variable de valorisation bio-GNV. Et c'est un décret qui devrait sortir début d'année, vers le mois de janvier-février, et sur une durée de 15 ans, avec un système d'appel d'offres qui permet de verser un complément de rémunération entre le prix, enfin le coût de production du bio-GNV sur l'unité et le prix que la CRE fixe à la vente à la station. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous échanger un petit peu sur votre retour d'expérience avec votre propre installation de bio-GNV? Sur le GNV, oui. Alors nous c'est tout récent, hein. Enfin c'est tout récent, ça fait 3 ans qu'on touche au bio-GNV, c'est-à-dire qu'on roule avec du bio-GNV. Ça fait que 6 mois enfin oui, non, bientôt un an quand même, ça passe, donc que la station est installée. En fait, le bio-GNV sur le non injecté, c'est un projet qu'il faut réfléchir, pour moi, j'allais dire complètement différemment de la méthanisation. Alors, bien que ce matin, j'ai bien entendu qu'il y a de plus en plus de réflexions sur l'acceptabilité sociale et sur comment on monte son projet pour éviter un petit peu les écueils des oppositions. Le projet bio-GNV, il se construit que comme ça, en fait. Il se construit que avec le territoire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de consommateurs locaux, il n'y aura pas de bio-GNV. Alors qu'on peut mettre un méthaniseur s'il y a des voisins. Donc, c'est-à-dire que le bio-GNV qu'on va vendre, il faut construire déjà à qui on va le vendre. Donc, il peut y avoir des collectivités, il peut y avoir des transporteurs, il peut y avoir des particuliers, il peut y avoir sa propre autoconsommation. Et c'est tout cet ensemble-là qu'il faut arriver à coupler à la station et à un modèle. Alors, un modèle économique relativement fragile aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il faut vendre à un prix qui permet que la station soit rentable. Alors, il y a quelques aides en région qui peuvent être données. Je pense que, bon, avec le tarif de garantie d'achat, ça va vraiment propulser ce système vers plein de petites stations parce que ça mettra une garantie à 15 ans sur le gaz vendu. Pour vous donner juste une petite indication, on avait une voiture en 2016 avec la petite station. Quand on a eu la station en décembre 2019, on avait un bus et 3 voitures. Et aujourd'hui, on a, alors à partir d'hier, puisqu'on vient d'avoir 4 nouveaux véhicules hier, donc on a plus de 10 véhicules légers, un bus et un camion laiterie qui arrivera fin d'année. Donc la station est pratiquement pleine. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus prendre de clients. Donc on réfléchit à une solution peut-être d'extension demain ou d'autres stations qui pourraient reprendre le relais sur d'autres flottes tout près de chez nous. Voilà, donc ça va très très vite aussitôt qu'on a mis les pieds dedans. Coût de la station, sans trahir de chiffres, on est aux alentours de un petit 300 000 euros. Donc, faut imaginer entre 250 et 300 000 euros pour un chiffre d'affaires annuel qui peut représenter environ 60 000 euros, c'est-à-dire en 60 tonnes de carburant vendu à 1 euro net client. Voilà. Ça fait quoi en équivalent litre de gasoil ou litre d'essence pour les néophytes? Vous pouvez reformuler la question, je n'ai pas entendu. Vous dites 60 tonnes de carburant, ça correspond à quoi en équivalent litre essence ou diesel pour les néophytes comme moi, pardon? Ah oui, excusez-moi, je suis trop déformé par ce qui est évident. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, la station, elle fait environ 20 normomètres cubes de bio-GNV à l'heure. Donc, vous voyez, c'est une toute petite station par rapport à des sites d'injection. 20 normomètres cubes, il faut multiplier par 0,75 pour avoir les kilos. Donc, ça fait 15 kilos à l'heure, 15 kilos de biométhane.
Et ce biométhane, donc, je vois la question, donc gazeux, en comprimé, hein, donc, qui est comprimé à 300 bars sur dans des bouteilles, dans 42 bouteilles. Donc, il y a une capacité de stockage d'environ de 250 kilos sur la station. Et ça se substitue. Alors, la théorie c'est 1 kg de bio-GNV se substitue à 1,2 litre de diesel et 1,4 litre d'essence. Donc, sachant que je compare des kilos et des litres et que 1,2 litre de diesel, ça pèse pas 1,2 kg, mais ça pèse plus près de 1 kg. Donc, pour le diesel, c'est pratiquement 1 pour 1. Pour l'essence, c'est 1 pour 1, c'est 1 kg pour 1,2 kg. Voilà. Donc, en termes économiques, on est plutôt bien aujourd'hui alors qu'on a des coûts de carburant très, très faibles. Nous, on a monté le projet à l'époque gilet jaune. Vous imaginez que 1 euro de bio-GNV, quand l'essence valait 1,70 €, c'était très, très intéressant. J'avais une question qui me vient à l'esprit. Vient se greffer sur l'euro vendu de gaz. Est-ce qu'il vient se greffer l'équivalent d'une TIPP ou est-ce que c'est en vue? Oui. Alors, quand je parle d'1 euro, je ne mets pas les taxes volontairement parce que c'est 1 euro que je touche, que je vends, donc qui est là pour amortir mon unité. Et un logisticien, il récupère sa TICPE et sa TVA pétrolière, donc il l'achète 1 euro. En réalité, le prix à la pompe, il est de 1,15 € et 15 centimes. Alors, je passe les arrondis, ça doit être 14, je ne sais plus combien. 15 centimes, c'est le prix des taxes qu'il y a sur le kilo de bio-GNV. Et la particularité, c'est que les taxes sur le kilo de bio-GNV ne sont pas liées au prix de vente, au prix hors taxe en fait. Ce n'est pas comme un bien agricole ou une tonne de blé où la TVA s'applique sur le prix hors taxe. 15 centimes, si je vendais mon kilo de GNV 50 centimes ou 2 €, ça serait toujours que 15 centimes de taxes. Voilà. Ok. Bon, du coup, merci Philippe pour votre intervention. On va peut-être reprendre les questions qui ont été posées du coup, durant la présentation. Donc, une bonne partie sont celles de Philippe. Donc, la première question, effectivement, pourquoi les systèmes végétaux sont de plus en plus nombreux à aller sur le marché des coproduits ou des déchets? Pour moi, la première réponse que je pourrais apporter là-dessus, c'est qu'effectivement, ça peut être lié au dimensionnement des installations initiales, où ces dimensionnements-là étaient basés sur des installations autonomes, donc avec une ration effluents végétaux ou que végétaux. Avec le contexte qu'on a aujourd'hui climatique qui fait qu'on a des rendements qui ne sont peut-être pas forcément au rendez-vous ou des déçus par rapport à des rotations qui ne se font pas comme ils voudraient, où effectivement, les unités étant en fonctionnement, il y a plus de souplesse effectivement à aller chercher éventuellement du déchet, alors qu'au démarrage, finalement, pour sécuriser un projet vis-à-vis de la banque et vis-à-vis des autres financeurs, c'est d'avoir un maximum d'autonomie sur l'installation. Moi, je le vois plutôt dans cette logique-là. Je ne sais pas si Audrey, tu as éventuellement une autre réponse. Si, c'est exactement ça. Aujourd'hui, certaines unités se sont vues depuis 2 ans avec la production de certaines cultures d'été confrontées à un manque de matière. Et l'opportunité des coproduits agro-industriels, elle est réelle. Et en plus, ils ont une performance énergétique telle que ça permet de compenser cette perte de matière. Donc, ils s'orientent de plus en plus vers ce type de gisement. Après, ça reste des gisements d'opportunité, très compliqués à négocier. Le coût, les industriels l'ont bien compris aussi, leur gisement n'est plus un déchet, c'est un coproduit, donc forcément le coût n'est pas négligeable. Donc il faut quand même bien prendre ça en compte dans le développement du projet et une fois qu'il fonctionne, dans les coûts de fonctionnement, parce que ça peut vite avoir un impact sur le résultat à la fin. Alors, il y avait donc la deuxième intervention de Philippe, donc avec donc le projet RED 2, où il y a d'autres critères effectivement qui définiront la culture. Ça, après, j'ai peu d'éléments dessus. Je sais que c'est en cours, mais après, ouais. Pour l'instant, voilà, on n'en est qu'au stade de projet. Donc,
c'est comme pour ceux qui ont participé aux ateliers éventuellement de ce matin par rapport à tout ce qui est tarif. Voilà, il y a des choses qui évoluent aussi. On ne s'avance pas forcément de trop sur ces projets-là parce qu'on n'en est qu'au stade projet. Sur les tarifs, ça fait un moment que voilà, c'est des choses qui sont en discussion. On a vu passer un certain nombre de projets. Voilà, tant que rien n'est publié, on essaye de ne pas donner trop d'éléments pour pas donner de fausses illusions aussi à certains. Après, réglementairement, voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent aujourd'hui autour de la méthanisation. Donc, on reste en veille par rapport à ça. Mais voilà, on communique assez peu sur la phase projet puisque voilà, c'est des choses qui sont amenées à évoluer. Je peux intervenir 2 minutes? Oui. Alors, pour la RED 2, je suis d'accord, je vous rejoins. C'est aujourd'hui, il y a trop peu d'informations pour aller sur des conclusions, sauf que la RED 2 donne quand même significativement la direction qui est que il va falloir qu'on regarde l'empreinte écologique sur nos cultures, enfin du moins sur la biomasse qu'on rentre dans une méthanisation. Donc, la RED 2, elle a pour but de montrer quelles cultures pourront rentrer dans une méthanisation. Donc, ça, c'est un texte européen. On n'aura pas le choix de s'y soumettre. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la question. Je pense que vous avez insisté sur une culture intermédiaire et une culture énergétique. Il va vraiment y avoir des grosses différences sur des techniques agronomiques, sur quelles cultures pourront rentrer dedans pour voir l'impact de cette RED 2. En dehors du tarif d'achat qui ne va plus verser la prime P2, hein, donc sur la biomasse, il y a vraiment une règle qui va se mettre sur les tarifs sur le végétal pour que l'Europe puisse avoir un œil sur comment on produit notre biométhane demain. Et donc, il y a quelques lignes qui avaient été écrites. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'elles soient réfléchies avec la profession. Entre autres, il y en a une qui nous a inquiété fortement, c'était les cultures à profil amidon. C'est-à-dire que toutes les cultures qui sont réputées profil amidon, même si elles ne sont pas en épi au moment de la récolte, seraient considérées comme une culture ne pouvant pas bénéficier d'un tarif d'achat. Donc, ça veut dire un maïs en verre, un blé est culture amidon, un seigle ne serait pas culture amidon. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est énorme encore ce qu'il y a à discuter. Oui, il y a beaucoup de choses encore à évoluer, à cadrer. Voilà. Après, il y a effectivement des orientations qui sont prises, mais voilà, tant que rien n'est sorti, c'est vrai qu'on a peu de visibilité pour l'instant. Après, effectivement, pour rebondir sur la troisième question, dans le cadre des DIJAGRI, effectivement, il y a déjà des cahiers des charges qui existent, mais qui évoluent effectivement de manière régulière pour intégrer aussi un maximum d'unités de méthanisation dans le cadre pour pouvoir intégrer un maximum de méthaniseurs dans ces cahiers des charges-là. Voilà. Il faut bien rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les trois cahiers des charges qui existent sont quand même relativement compliqués à mettre en place sur des unités agricoles pures, puisque ça demande des analyses, des suivis de la qualité du digestat avant de pouvoir le vendre en vrac, etc. Donc, de même, il faut avoir un mélange bien type dans le digesteur de matière avec un certain taux d'effluent d'élevage, de coproduits agricoles, etc. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas énormément de méthaniseurs qui le mettent en place, mais c'est une optique justement pour sortir des contraintes des plans d'épandage et de la matière qui pourrait être vendue. Donc, sur la quatrième question d'Éric Aubry sur la réduction des coûts, c'est une réduction assez globale hein, sur les coûts. Il y a aussi bien les coûts les coûts de conception globale des installations, alors avec effectivement des nouveaux matériaux, des choses plus performantes, ou effectivement des réductions de taille, enfin des installations qui vont être plus cohérentes avec leur gisement. Et puis, il y a toute la partie réduction de charges aussi, où aujourd'hui, avec le nombre d'installations qui existent, il y a des mutualisations de moyens qui peuvent être mises en place sur de la logistique, sur des charges d'entretien, sur des choses comme ça. Où là, effectivement, c'est des réductions assez globales. Il n'y a pas forcément un volet plus qu'un autre. Il faut vraiment que ce soit tout un jeu de la filière. C'est vraiment global à ce niveau-là. Tout le monde participe à son niveau pour réduire ses coûts.
de façon à ce que l'argent qui émane de subventions puisse, enfin, étant donné qu'il tend à diminuer, voilà, on puisse trouver d'autres solutions pour avoir toujours la même rentabilité sur les unités de méthanisation. On a une autre question justement avec les évolutions réglementaires, à savoir est-ce qu'il y aura une phase de latence ou pas dans l'attente de ces évolutions. On l'avait déjà constaté il y a 2 ans quand il y a eu les premières annonces d'évolution des tarifs de gaz qui n'étaient pas sortis. On l'a à nouveau cette année avec les nouvelles annonces. Bon, ça tend à se préciser, mais forcément, dès qu'on a ce type d'annonce, on a beaucoup d'interrogations et des périodes pendant lesquelles les porteurs de projets attendent de voir ce qui va sortir avant d'avancer. S'ils n'ont pas déjà fixé des tarifs, ou alors ils ont accéléré. On l'a vu il y a 2 mois quand il y a eu la première annonce des tarifs. Il y a eu une grosse accélération par de nombreux porteurs, justement, pour valider leurs tarifs avant d'être confrontés à ces évolutions réglementaires qui ne sont pas sorties, mais qui devraient arriver très prochainement. Pour petit rajout pour la réduction des coûts, il y a aussi, on parle de coûts, donc là j'ai bien compris que c'était la réduction des coûts CAPEX, mais il y a aussi quand même toute la partie, les CAPEX ne représentent presque que 30% sur une installation au niveau amortissement et du chiffre d'affaires. Il y a tous les coûts OPEX et les coûts, donc dans les coûts OPEX, il y a tout ce qui est maintenance, contrat et toute la partie intrant. Aujourd'hui, on voit quand même glisser des coûts très très forts au niveau des intrants, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des unités qui avaient des coûts pratiquement nuls, voire moins de 10%. Aujourd'hui, on peut avoir des unités qui ont plus de 30%, un petit peu ce que je faisais comme remarque ce matin. Plutôt des coûts de maintenance qui pourraient diminuer, parce qu'en fait, maintenant, il y a un peu c'est rodé sur les types d'incorporation, sur des types de mixage, etc., d'optimisation de biologie, etc. Mais c'est vraiment les coûts d'intrants qui vont vraiment reprendre la grosse proportion pour moi des OPEX. Enfin, du moins, c'est ce qu'on sent dans les premières études. Ça sera confirmé. Les CAPEX ont un petit peu augmenté parce qu'il y a une inflation des prix qui n'est pas réellement due qu'aux constructeurs. C'est aussi dû à tout ce qu'on met à côté. Il y a beaucoup, par exemple, entre 2010 et 2020, donc aujourd'hui, 10 ans, il y a pratiquement 30% d'augmentation de coûts de génie civil. Donc, le génie civil, il n'est pas imposable à un constructeur, il est plus lié à une région, à ce que veut le porteur de projet, etc. Et alors ça, c'est que mon avis, mais je pense qu'aujourd'hui, du fait que les aides se sont réduites, il faudrait peut-être voir des constructions en tranches qui permettrait de ne pas investir tout de suite le même montant que quand on investissait avec les subventions, puisqu'on n'avait pas le choix, il fallait tout construire dans les 2 premières années. Là, aujourd'hui, peut-être que les voiries, elles pourraient être différées, ou peut-être qu'un silo pourrait être différé sur la totalité, peut-être que des valorisations pourraient être différées après. On le voit bien aujourd'hui dans des systèmes d'hygiénisation qui commencent à se remonter sur des unités d'injection. Ils n'ont pas été prévus dès le départ, ils peuvent être remontés après. Donc, je pense que faudrait peut-être voir les business plans sur une période de 3, 4, 5 ans plutôt qu'un business plan sur 1 an. Bon, après, l'idée, c'est vraiment de construire son projet tel qu'on le voit dans les années à venir pour prévoir effectivement toutes les réserves possibles. Et s'il y a moins de dépendance effectivement aux subventions, de pouvoir échelonner les investissements aussi et être moins pris à la gorge, je dirais, sur la première année et les premières années. Autre point qu'on peut vous rajouter sur les évolutions de la filière, c'est quelque chose qu'on voit apparaître là depuis quelques mois, c'est la demande en micro-méthanisation. La méthanisation à la ferme tend à devenir, parfois sur des exploitations plus petites, c'est vraiment de la micro-méthanisation avec des systèmes sur lisier directement, en règle générale, où il n'y a pas des investissements aussi importants que sur des unités de méthanisation classiques. C'est beaucoup plus automatisé et ça permet d'apporter des solutions sur des élevages plus petits, plus facilement, qui peuvent du fait avoir, bon, ce sont des moteurs de cogénération de taille plus petite, mais c'est des solutions qui peuvent s'adapter à un plus grand nombre d'exploitations agricoles.
Par rapport à la piste qu'évoquait le député ce matin, la méthanation, question de néophyte, j'y connais rien, c'est quoi et ça présente des perspectives? Alors, je me lance, mais je ne suis pas plus spécialiste que n'importe qui. Aujourd'hui, il y a quelques petits pilotes qui sont en cours de test, hein, en particulier à l'ENSAIA. Il y a un pilote au Luxembourg, il y a des pilotes en Belgique. Enfin, voilà, il y a des choses qui commencent. Enfin, il y en a forcément en France aussi. Mais le problème de la méthanation aujourd'hui, c'est son accessibilité en termes d'investissement et de coûts. C'est-à-dire qu'on est sur des systèmes qui ne sont encore pas validés techniquement. C'est-à-dire que les petits pilotes fonctionnent, mais à grande échelle, ça commence à être beaucoup plus compliqué, puisqu'en fait, la méthanation, c'est une réaction exothermique. Donc, plus on veut faire de méthane, plus on va monter le digestat en température. Et plus on monte en température, plus on tue les bactéries. Donc là, il y a plusieurs pilotes qui ont permis de diminuer la température par du lavage, par ajouter beaucoup d'eau dans les digesteurs. Mais en fait, plus on ajoute d'eau, plus on enlève les bactéries du digesteur. Donc aujourd'hui, c'est un peu le chat qui se mord la queue. C'est vraiment, c'est encore à construire. Mais moi, je mettrais juste une petite précaution par rapport à ce qu'a dit M. Fugis ce matin, c'est qu'il faut faire attention qu'à un moment donné, quand la filière se construit, il ne faut pas que l'innovation soit plus importante que la partie calage du process, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de calage dans les biologies, il y a encore beaucoup de calage dans les recherches d'intrants, de biomasse à produire, de déchets à aller capter. Donc, il y a encore beaucoup de choses de pas faites. Et vouloir aller sur des systèmes complètement différents, je trouve que des fois, c'est un peu une perte de temps, puis surtout d'argent. Oui, donc il faut laisser les process se caler, quoi. Il faut laisser les scientifiques avec la méthanation, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir à ce qui vient d'être dit, aux différents échanges et présentations qu'on a depuis le début d'après-midi? N'hésitez pas à demander la main si vous voulez sur le chat. Hein, y a pas de... Si vous n'avez pas forcément envie d'écrire votre question, mais que vous voulez plutôt la poser à l'oral, ou si vous voulez plutôt des compléments, n'hésitez pas à nous demander à prendre la main et puis on vous laisse la parole si ça vous paraît plus simple. Bon, en tout cas, voilà, avec Audrey, si vous avez des questions, on reste à votre écoute. Je ne sais pas si dans les présentations ou si par ailleurs vous avez pu avoir nos adresses mail, mais voilà, si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde avec vous plus en détail un projet ou quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers nous au niveau des deux chambres, que ce soit à l'Aube ou la Haute-Marne, pour qu'on échange plus en détail. On reste à votre disposition. Alors, de toute façon, si tout marche comme on l'a prévu, donc dès la fin de l'après-midi, on enverra donc un mail de conclusion des présidents de tous les partenaires, hein, c'est-à-dire de Crédit Agricole, de Groupama, de CER et des chambres. Et puis, donc, on joindra les liens qui vont bien pour télécharger les différents diaporamas et puis également un minimum de contacts. Alors, je ne sais pas si ça pourra partir en toute fin d'après-midi ou si c'est d'ici la fin de semaine, mais de toute façon, très, très rapidement, vous recevrez ces éléments-là. Et donc, comme disait Pauline, n'hésitez pas à revenir vers les différents intervenants, les différents contacts que vous aurez trouvés. Voilà. Alors, suite à cette webconférence, donc déconnectez-vous bien effectivement de la conférence pour fermer l'outil. Et si vous participez à des ateliers par la suite, de vous reconnecter avec les liens qui vous ont été envoyés pour ces propres ateliers-là. Voilà, là on change de lien. Voilà. Bon, et en tout cas, merci à vous d'avoir participé. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions. Et en tout cas, on reste disponible. Voilà.
n'hésitez pas. Bon après-midi. Au revoir.